Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier de Mullet Man. Et comme dirait Sylvain Grenier, mon ancien partenaire. Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs, tu me décourages. Comment ça? On dirait que tu chantes une chanson. En plus, tu bon. n'as pas écouté le podcast la semaine passée parce que Pierre Blais te suggérait de changer ton décor, puis on perd ta face à moitié des fois. En tout cas, Excuse-moi. quand tu es rendu que tu n'écoutes même pas ton propre podcast, ça va pas bien. J'ai écouté le début de l'entrevue avec Pierre Blais, mais écoute, j'ai des semaines très chargées et tu le sais. Tu roules 8 heures dans le char à chaque jour, t'as le temps, là. Eh, boy. Écoute. Part de ça, WrestleMania, comment t'as aimé? J'ai adoré, j'ai écouté les deux soirées en un off. Pour écouter 2 soirées. Ben, j'avais des amis d'Alexandra qui sont venus ici samedi soir pour un souper cabane à sucre. Ça n'intéresse pas tous les auditeurs. Mais je m'étais branché WrestleMania en background, donc j'ai regardé pas mal. J'ai préféré dimanche à samedi. Mais super bon match. Sami Zayn, victoire contre Gunter qui met fin au règne de Gunter. Le titre intercontinental, c'était bon. Et le petit clin d'œil quand il marche au ring, puis Kevin l'attend pour le serrer dans ses bras avant qu'il sorte, ça c'était bon en maudit. Comme ils ont fait l'inverse hier. Ouais, très cool, ça aussi. Puis la finale était bonne, le match par équipe, j'ai bien aimé ça. Ça mettait la table. The table is button. Pour la finale du deuxième soir de dimanche. Cody Rhodes qui finit son histoire avec plusieurs interventions. Comme je te le disais hors d'onde, je ne suis habituellement pas un gros fan de plein d'interventions, mais je trouve que c'était bien monté, c'était bien fait. La seule intervention que j'aurais aimé avoir, c'est celle de son frère Dustin Rhodes. Tout le monde en parle. Qui est sous contrat avec All Elite Wrestling, mais moi, j'aurais aimé ça le voir. Mais c'est pas arrivé. Même dans le ring, à la fin, toute la famille est rentrée dans le ring, puis on a vu des photos sortir que Dustin Rhodes était présent pour vivre ça dans une loge. Mais c'est la fin d'une belle histoire. Le Bloodline, c'était tellement fort. On va aller où avec ça après? Qu'est-ce qui va arriver avec Roman Reigns? Il y a plein d'histoires là, qui vont sortir de Mania. Toi, est-ce que tu as aimé ça, partner? Ben moi, samedi, j'ai juste pogné le combat de Rock. On avait un spectacle d'humour parce que, comme j'ai expliqué, quand même en couple. Puis moi, si je dis à ma femme que je reçois des amis, de ses amis, je n'écouterai pas WrestleMania, là, je sais vivre. Fait qu'on est allé... Un spectacle de magie, c'est ça? Non. Ça, c'était jeudi passé. Okay. Samedi, tu allé voir Étienne Langevin, un humoriste vraiment. Un humoriste. C'était bon. Puis après, ben, j'étais avec Stéphane, d'ailleurs. Puis Stéphane de Pneumag Côte-Saint-Louis. Ben, on les salue. J'étais allé reconduire Jazz et au garage, on est allé voir le main event. Ouais. J'ai trouvé bon, mais pas... je sais pas à quoi je m'attendais. Moi, ce que je déteste, c'est dans la semaine avant, toutes les rumeurs qui rentrent dans la tête, puis tu t'attends à 56 000 affaires qui n'arrivent pas, comme le Rumble. Je trouve que ça... Puis je me fais pogner à chaque fois d'espérer, comme toi, que Goldust, puis qu'il arrive de quoi de... Mais hier, j'étais là. Hier, à 7 heures, j'étais branché pour le regarder. Quand je dis hier, je parle bien sûr de dimanche. Oui. Et
J'ai trouvé ça bon. J'ai bien aimé le combat de Bayley. J'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça vraiment. bon. Oui. C'est sûr que la finale, le combat avec Kevin, bon, on espérait tous, là, mais Logan Paul, là, c'était un athlète. Là, Mais le finish qu'ils ont fait dans ce match-là, c'était tellement bien timé, c'était bon. Il va pour le Papa Powerbomb, le RKO, le Stunner, monte en haut, le gros Frog Splash. Écoute, c'est des pros, c'était vraiment bon. Puis c'est drôle. Moi, ce qui m'a fait rire dans le moment, c'est quand Kevin a reculé son card pour descendre au ring. Ouais. Et Orton avait une phase de se dire ouais, tu roules un peu vite, le kid. Là. Puis moi, ça m'a rappelé. J'ai texté Kevin après la soirée là-dessus. Ça me rappelle un moment, Jacques, il engageait des nains à l'époque. Il y avait Tiger Jackson. Puis on dit des petites personnes. Dans le temps, on disait des nains. Puis Little Broken, il rentrait avec un 4 roues au ring, puis il s'était pratiqué dans l'après-midi. Puis il était tombé sur le côté. Fait que j'ai texté. D'après moi, Orton avait vu ton vidéo de Little Broken, puis il pensait que tu allais tomber. Fait que quand tu as un super bon match, puis la finale, c'était vraiment très bon. Là. Écoute, toi, peut-être que tu n'as pas aimé autant d'interventions, mais on n'avait pas le choix. Premièrement, on savait que c'était le dernier combat. On savait que ça finirait autour de 23 heures. Fait qu'on s'est dit, bon, OK, ça va être long. Ça va être long, ça va être 40 minutes de combat minimum. Puis les interventions, la scène est tellement loin que, j'aime ça une intervention qui est rapide. Ouais. Un peu comme celle du Undertaker. La seule affaire, c'est qu'il ne ressemblait pas au Undertaker. J'aurais aimé ça, moi aussi. Ouais. J'aurais aimé ça qu'il y ait un chapeau, un clin d'œil un peu plus que ça. J'ai trouvé que Cena avait de l'air complètement perdu. Il avait de l'air des petits gars dans le ring. Il sautait après. Là. Je ne sais pas. J'ai jamais été un fan de Cena, de un. De Rock, c'est quoi ta sonnerie? Là? C'est toi pas, c'est mes œufs à la coque qui sont prêts, puis je peux pas me lever, mais je fais le podcast avec toi. T'as ça dans ton bar, toi. Hey, compte des peurs, là, je t'écoute pas, je vais aller l'arrêter. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. C'était bon. Mais tu sais, tout le monde nous a dit que le 40e WrestleMania serait le meilleur de tous les temps. Trouvé ça bon, mais je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais trop d'attentes, là, mais somme toute, c'était une belle soirée. C'était un week-end vraiment, vraiment le fun. J'ai même pas vu, ils ont-ils annoncé pour être où le 41e? Non, j'ai pas vu cette annonce-là. J'ai seulement vu des rumeurs cette semaine qui parlaient peut-être de Las Vegas. Okay. Avec le succès monstre du Super Bowl cette année à Las Vegas. Ah, je pensais. Hard to Kill, ouais. C'est un peu moins c'est un peu moins gros. C'était un peu moins gros Hard to Kill et t'ouvres la porte, Marc, on s'en va à Rebellion là, le 20 avril prochain pour le pay-per-view de TNA. Mais ça, on aura la chance d'en reparler. As-tu d'autres choses que tu veux rajouter sur WrestleMania? Non, WrestleMania, écoute, je pense que pour nous autres, les fans de lutte, c'est toujours un week-end qu'on attend avec fébrilité. Ouais. Je pensais que c'était pour être du filet mignon. Finalement, c'était des clubs sandwich. Fait que c'est ça. Mais Serge Coutu était là avec ses 8 sacs de chips qu'il n'a pas ouvert puis qui est reparti avec les 8. Fait que, il va juste en manger. Oui, il est juste de même. Fait que non, mais c'est ça. C'est un événement qui est le fun, mais on dirait que j'aime bien le Rumble. J'aime bien le Royal Rumble. Le Rumble, le décompte, 4-3-2, bonne année. Les surprises, puis tout ça. Mais c'est deux événements, c'est sûr que c'est deux super événements. Fait que l'autre chose que je voulais te parler, c'est que jeudi dernier, je suis allé voir Slam à la TAU. Quelle belle salle, hein? Oui, vraiment. La TAU, quelle belle salle. Et écoute, je suis allé avec Jazz, mon épouse. Ton épouse, mais on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Exact. Et c'est un spectacle de cirque. Il y a beaucoup d'humour, mais le thème est la lutte. Donc, il y a un ring, il y a des méchants, il y a, le monde peut participer. C'est monté par Robert Lepage. Oui. Et c'est de la qualité. Ce que j'ai remarqué rapidement, la salle n'était pas pleine. Était peut-être pleine à 70 %, ce qui est dommage pour un beau spectacle de même. Majorité des femmes, surprenant. Pas de fans de lutte.
C'était pas un crowd, mais écoute, les luchadors, les méchants, l'électricien qui marche un fil pour aller brancher des lumières, les commentateurs. C'est toute une histoire de lutte. Ils sont huit là-dedans, je pense, 8 ou 10, mais je dirais plus 8. Ouais. Vraiment des vrais performers, là. C'est ceux qui s'attendent à un show de lutte, c'est pas ça. Mais c'est vraiment un spectacle de cirque basé sur la lutte et je vous le recommande. Slam et ça dure pas longtemps. Alors, dépêchez-vous. Et avant d'entreprendre rapidement, les billets pour Simmania 5 au Grand Royal Casino de Wallinac sont en vente au moment où on se parle. Vous allez sur le site qui est le Grand Royal Wallinac.com. Réservez vos billets. 25 admission générale. Il y a également des tables VIP, très VIP. Et je vous rappelle, on va commencer à faire les publicités bientôt, mais Handsome JF va affronter en grande finale nul autre que René Dupré, ex-champion WWE. Hey, ça va être bon. Là, tu parles d'un match intéressant pour nos auditeurs, Marc. On ne parlera pas de Simmania 4, là, mais. Ben oui, je vais en parler 5... de Simmania 4. Ça s'en vient. C'est dans moins d'un mois. C'est dimanche le 5 mai. Écoutez, il reste environ entre 35 et 40 billets à vendre. C'est des billets VIP. Alors, ne vous gênez pas. Écrivez-moi. Je vais faire un blitz cette semaine avec des vidéos, tout ça. Là, je veux que ça soit sold out. Puis là, c'est sûr que WrestleMania a pris toute la place. Là. Mais maintenant que Mania est passé, c'est l'autre Mania, Sim, qui s'en vient. Et je veux placer ces billets-là puis mettre du monde là, qui manque autour des tables pour faire un événement. Parce que ça sent la coupe. Hein? Est-ce que Ian Harrison va gagner une deuxième année d'affilée la Coupe Sim? Ça sera à voir. Voilà! Alors, à suivre. Ben, Marc, tombons dans le vif du sujet du podcast de cette semaine. Les stéroïdes dans le monde de la lutte. Oui, le fameux scandale des stéroïdes, c'est en 1994, je pense que le fameux... au tribunal, là, je cherche le mot, aide-moi un peu. Là. Procès, Marc. Le procès, merci, the process a eu lieu. Et on a, pour nous mettre l'eau à la bouche de tout ce qui est arrivé avec ce scandale-là, on a nul autre que le professeur Bertrand Hébert. Et Bert, lui, là, il va vraiment parce que on a comme invité, il faut le dire, on a aussi Speedball Mike Bailey. Oui. Et un gars que tu connais beaucoup. Frankie the Mobster, Marc-André Boulanger, un homme que j'adore. Quel bon Jack, ça, Marc-André. Et Marc-André n'a pas mis sa tête dans le sable, m'a dit l'entrevue, et je pense que vous allez apprécier sa générosité et surtout son honnêteté face aux stéroïdes. Mais un gars comme Speedball avait 2 ans en 1994 lors de ce procès. Alors, c'est le fun d'avoir Bertrand Hébert qui nous replace les morceaux du puzzle avant d'avoir nos 2 invités. Alors, sans plus tarder, débutons pour mettre la table. The table is button. Avec le professeur Bertrand Hébert. On est content de retrouver le professeur Bertrand Hébert pour nous parler de cette période qui est arrivée. Bertrand, peut-être 2 ans, pas la période parce que c'était là à plein. Les valves étaient ouvertes au maximum le temps que j'étais là. Et ceux qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez confirmer que ni Bertrand ni moi, on a pris des stéroïdes. En tout cas, si on en a pris, ça n'a pas marché. Comment vas-tu, Bertrand? Ça va super bien. On est là pour se jaser de ce fameux scandale. Le fameux scandale aussi connu sous The United States of America against Vince McMahon pour faire un titre de WrestleMania. Mais pourquoi ça s'appelait de même? Pourquoi moi aussi, j'ai vu ça sur Google. C'est parce que quand c'est le gouvernement américain qui a poursuivi Vince McMahon au final et c'est ça qui a failli changer le cours de l'histoire. Okay. Parce que s'il aurait été condamné au procès, eh bien, il aurait fait de la prison. Il y aurait eu une amende de 1,5 million, il me semble avoir vu, là. Ce qui aurait quand même
sans jeter la compagnie à terre, il aurait coupé plus que des bouteilles d'eau à Titan Tower cette fois-là, si ce serait arrivé. Fait intéressant à noter, la première sortie publique de Vince McMahon après avoir gagné le procès, ça a été pour la conférence de presse annonçant le combat de retraite de Jacques Rougeau contre Pierre-Carl Ouellet. Et j'étais assis juste derrière Vince McMahon lors de cette conférence de presse. Wow! C'est la seule fois d'ailleurs que je lui ai serré la main. Du name dropping, ça paraît toujours bien. Hein, ça paye d'être le correspondant officiel du Pro Wrestling Illustrated. Mais donc, c'est quoi, si on essaie de le mettre en années, parce que moi, c'est sûr que dans les années 80, quand j'étais là, c'était. Je pense que c'était la norme, là. Ouais, ben, écoute, si on prend ça, avant 1990, il n'y a pas de loi qui régisse ces produits-là, parce que ce sont des produits qui ne sont pas désignés en principe pour les humains, qui viennent de recherche puis de médicaments en lien avec le traitement des chevaux. Donc, depuis ce temps, là, ça s'est transformé beaucoup. Et ils appellent ça les Product Enhancing Drugs, PD. Donc, c'est des produits qui sont maintenant faits ayant comme objectif d'augmenter soit le look ou la performance là, quand on parle des athlètes olympiques. Donc, de 85, quand la WWF prend son envol, jusqu'à 90, en principe, c'est légal. Quoique pas recommandé, parce que là, il y a tous les problèmes de santé qui viennent avec ça, mais le look que ça peut produire quand tu es sur la route tout le temps est un avantage majeur. Là, je connais des langues sales qui vont dire Marc Blondin a quitté la WWF en 1990-91 parce qu'il ne voulait pas se faire pogner. Ça se pourrait. Je te pourrais pas. Écoute, il faudrait investiguer, là. Je pense que tu perdrais ton temps. Il y a peut-être un test de pipi quelque part quand tu dis la vraie vérité. Boy. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais on peut comprendre l'incitatif pour les lutteurs quand Hulk Hogan, le Ultimate Warrior, sont les gars qui ont le spotlight, peu importe leur talent de lutteur, d'aller tenter de chercher ce look-là. Moi, je me souviens, quand le Warrior est décédé, Rick Martel me disait comment que c'était la course avant un pay-per-view pour qui serait le plus en shape, qui aurait la meilleure présentation pour mieux paraître devant Vince, devant les fans, etc. Il disait au point que le Ultimate Warrior, au lieu de dire, bon, ben là, je prends un dessert aujourd'hui, il prenait des biscuits Oreo, il les écrasait dans ses mains, puis il les sentait. Puis après ça, il jetait tout. C'était ça son dessert. Ouais. Il sentait des biscuits Oreo pour être sûr Bert, de pas... faudrait essayer de faire ça, nous autres. Je suis sûr que ça nous aiderait. Écoute, c'est sûr que c'est trop bon, la odeur, mais je ne sais pas si ça serait satisfaisant. Mais ça donne une idée comment la pression était énorme de toujours avoir le meilleur physique. Cependant, ce qui se produit, c'est que dans les années 80, même avant ça, selon Superstar Billy Graham, la commission athlétique de Pennsylvanie va assigner un médecin. Et ce médecin-là, qui est le préféré des lutteurs, c'est le docteur George Zaworian, qui est un neurologiste, donc qui s'occupe entre autres des problèmes d'hormones ou testostérone et autres. Et ce médecin-là va être reconnu comme le fournisseur de bonbons pour les lutteurs. Donc, c'est facile, c'est pratique, on n'est pas à la maison, on est sur la route, on a un bobo. Il va nous donner des produits miracles. Et quand tu donnes un produit miracle à un lutteur, on en parle à un autre lutteur qui demande le même produit miracle et ainsi de suite. Donc, c'est assez... À cette époque-là, c'est relativement commun comme connaissance. Tout le monde... Personne n'en parle, mais tout le monde le sait. Si on veut. Après les années 90, ben là, ça devient illégal. Fait que là, on ne tourne plus dans une zone grise et c'est un peu là où Zaworian va, lui, se ramasser en prison et où le gouvernement américain va... Et quand tu regardes la poursuite, là, c'est sûr qu'ils ont pensé faire un gros coup d'éclat en mettant Vince McMahon en prison. Et ils pensaient que ça serait clear cut parce que Vince a lui-même consommé et acheté des stéroïdes. Et donc,
le concept pour le gouvernement américain, c'était qu'il achetait des stéroïdes et il les donnait, les distribuait aux lutteurs. Et là, le plus proche que tout ça arrive, c'est que Vince achetait des stéroïdes en quantité X et séparait la facture avec Hulk. Et envoyait donc la partie de Hulk Hogan à Hulk. Et là, la poursuite va... Et là, je l'avais en note, c'est le Eastern District of New York qui va faire la poursuite. OK. Et ce qui se produit où le chauffeur de limousine va aller porter la quantité à Hulk qui aurait pu être distribution, ça se passe pas dans le Eastern District. Donc, ils sont hors district. Quelque chose qui aurait dû s'apercevoir à la base avant de foncer tête première. Et c'est sur cette technicalité-là que la poursuite en distribution va tomber. Et à partir de là, le cas est très faible. En plus, bon, Vince a un bon vieux truc, c'est-à-dire qu'il se fait opérer juste avant d'aller en cours. Récemment, à l'approche des derniers scandales, il s'est fait opérer à la hanche, il se promenait avec une canne en Arabie Saoudite. Là, il se fait opérer dans le cou, puis il arrive en cours avec son collier cervical. OK. Donc, tu vas chercher la sympathie. Et bon, là, c'est aussi la fin de Hulk et la WWE. Donc, Hulk va être amené à témoigner dans ce procès-là. Il vient de signer pour s'en aller vers la WCW, parce qu'on est en 94 là, quand le procès a lieu. Là. Donc, tout est tombé de ce côté-là. Et encore là, la clé étant toujours que Zawarrian n'est jamais embauché par la WWF. Ça a passé proche. Parce que quand la commission athlétique a cessé d'assigner un médecin, il y avait un push du vestiaire pour que Zawarrian soit embauché. Mais apparemment que Linda McMahon a entendu par ses contacts dans le monde de la politique que Zawarrian était un cas chaud et que la WWF devrait s'en tenir loin. D'ailleurs, Zawarrian va être arrêté et mis en prison pour vente et distribution de stéroïdes. D'ailleurs, quand tout le scandale débute, Vince McMahon va aussi fermer la World Bodybuilding Federation. On s'entend que Vince a toujours eu un culte du corps musclé et de musculature. Et bon, ce projet-là qui avait tenté même de ramener Lou Ferrigno de sa retraite pour être dans le projet, qui se voulait aussi un projet clean, va rapidement là, déraper et être une anecdote dans l'histoire de Titan et de la WWE. Mais c'est quand même symptomatique là, de tout ce problème-là au niveau là, du look. Et au final, Vince McMahon est déclaré non coupable par le jury. Donc, parce que personne n'incrimine Vince, parce que au final, on est parti sur une fausse prémisse que Vince achetait des stéroïdes et les donnait, même les revendait à ses lutteurs, ce qui ne s'est jamais produit. Là. Le plus proche étant d'acheter une quantité X en co-achat avec Hulk. Et il ne se serait pas amusé non plus à distribuer des stéroïdes dans le vestiaire. On s'entend, là. Il y a des histoires d'horreur de la NFL, AFL des premières années où les coachs distribuaient des pilules de force et qui étaient en fait des stéroïdes qu'on donnait sans leur connaissance aux joueurs de football dans les vestiaires à ce moment-là, là, dans les toutes premières années de la Ligue. Donc, faut pas mettre la lutte comme étant la seule endroit où il y a eu ce problème-là et où il y a eu des choses qui Moi, je pense que c'est une question aujourd'hui avec le recul moins pertinente ou peut-être qu'on voit avec un tout autre œil qu'à cette époque-là. Là. Parce que Bertrand, si tu fais une recherche, tu regardes le côté football, tu regardes le côté baseball, tu regardes le côté olympique, tu sais, à peu près tout ce que où le corps plus fort, plus gros est important. Baseball, frapper. Football, ben, pas besoin de mettre plus de détails. La lutte. Oui, les sports olympiques. C'est ça. Ben oui. Jusqu'à tout récemment. C'était tendance, là. La Russie s'est fait bannir pour l'utilisation de ces produits-là il y a tout récemment. Exact. Et la lutte joue, bien sûr, ça ne fait jamais de toi meilleur lutteur. Et là, la lutte marchait encore aussi à cette époque-là entre le sport et le spectacle.
Mais il n'y a personne qui demande à Sylvester Stallone, à Madonna ou à Arnold Schwarzenegger de faire pipi dans un pot pour savoir s'ils prennent des produits. Je veux dire, Sylvester Stallone a été arrêté en Australie pour avoir amené de la crème de testostérone dans ses valises. Mais là, vous avez entendu sur le sim Bertrand Hébert mettre dans la même phrase Madonna, Arnold Schwarzenegger et puis Sylvester Stallone. Oh, boy! Faites vos petites recherches, regardez l'âge de ces personnes et regardez des photos en date d'aujourd'hui, puis dites-vous, c'est ça. Il y a clairement quelqu'un qui a accès à la fontaine de jouvence, puis c'est pas nous autres. Hein, Marc? Oh, c'est sûr que non. J'ai vu une photo de Marc récemment, là, de l'époque du forum. Là. Hein? Ouais. C'est ça. Ça en est passé du temps. Mais c'est un peu ça. Moi, c'est là que j'ai un bémol, c'est-à-dire que si on s'attaquerait à Hollywood avec la même ardeur qu'on s'est attaqué aux stéroïdes dans le monde de la lutte, puis aux drogues qui permettent d'atteindre ce look-là, on aurait d'autres discussions, puis il y aurait d'autres scandales sûrement. Mais c'est pas considéré la même chose. La lutte s'est fait taper dessus et pointer du doigt parce que c'était un simulacre de sport et il y avait comme cette impression-là que si on prenait des stéroïdes comme aux Jeux olympiques, on était pour être un meilleur lutteur. C'est juste que cosmétiquement parlant, on pouvait atteindre un certain look que si on avait tout le reste, ben, on pouvait espérer être pris en premier. C'est un peu comme jouer au ballon chasseur et être choisi le premier dans l'équipe. C'est sûr que si tu as de l'air de Hulk Hogan, tu risques d'être choisi avant Barry Horowitz. Ça ne veut pas dire que Barry Horowitz, il n'en a pas pris lui aussi. Là. Ouais, c'est ça. Parce que cette importance du cosmétique dans la lutte n'est pas à renier. Je veux dire, on n'a qu'à voir n'importe quel... En fait, aujourd'hui, moi, j'ai aucun problème. Moi, ce qui m'enrage aujourd'hui, c'est que quelqu'un soit payé à temps plein pour faire de la lutte et que tu vois clairement qu'il ne va jamais au gym. Puis que quand vient le temps de faire un body slam, ben, il y a de la misère à le faire. Parce qu'il n'y a pas assez de force naturelle, parce qu'il ne se donne pas la peine de travailler. Puis si on veut être lutteur, puis être capable de performer à un haut niveau, il faut avoir une certaine force, puis au moins démontrer qu'on est en forme, à quelques exceptions près. Là. Mais en même temps, si on prend Mick Foley en exemple, j'entends les gens me dire Mick Foley n'a jamais eu de l'air de manquer de force dans un match. N'a jamais eu de l'air pas à sa place. Et il n'a jamais porté un costume qui le désavantageait non plus. Ça, c'est aussi un autre... c'est pas tant compliqué. Tu regardes le match à la TV, pas juste sur ton petit téléphone ou live, tu regardes le match à la télé, dans un gros écran, tu vas voir, mon costume, hein, il a de l'air vieux, il est délavé, il est ici, il ne fit pas, il descend. Bon, ben, tu es payé à temps plein pour faire de la lutte, travaille ton costume. C'est un minimum. Parce que c'est justement une business ou un sport ou un spectacle où il y a un aspect cosmétique. Je veux dire, si tu irais voir une pièce à Broadway puis que le monde y arrive en t-shirt délavé, tout proche sale, avec des trous dedans puis des sweatpants pour faire son rôle dans Shakespeare, je dirais, what the... C'est ça. Oui, exact. Cette période-là, lorsque ça a été, en 1990, déclaré illégal, comment... Est-ce que ça a changé de quoi dans le vestiaire de la WWF? Ben, ça a changé de quoi? C'est-à-dire que c'est là qu'on va donner la balle à Shawn Michaels puis à Bret Hart. Des gars qui, au premier regard, n'avaient pas ce look-là et qui étaient considérés comme des petits lutteurs. Des lutteurs qui étaient des favoris de Pat Patterson, d'ailleurs. Donc, Pat qui n'aurait pas eu un grand succès non plus avec son corps de culturiste à l'époque du culturisme, mais qui était, comme Bret Hart et Shawn Michaels, un excellent worker de petit gabarit, mais crédible dans tout ce qu'il fait et ultra talentueux, charismatique. C'est là que ces gars-là vont avoir cette chance-là. Puis, ça se répercute jusqu'à ce jour. Seth Rollins, c'est pas un géant. Non. Mais il est en forme. Il a de l'air d'un gars qui s'entraîne. Je me souviens à ses débuts, là, il nous montrait, il faisait du CrossFit. Donc, les méthodes d'entraînement modernes, ça devient très, très important quand même au niveau de la présentation. Mais prenons un Randy Orton en exemple.
comparé à certains des gars de plus petits gabarits, même d'aujourd'hui, il a de l'air d'un monstre, tellement qu'il est énorme. Il a de l'air d'un vrai lutteur, là. Il a la peau épaisse, tu vois, qui est comme fait épais et large, là. Bon, considérant qu'il a lui-même raté plusieurs tests, parce que tout ça va conduire à la fameuse policy de wellness de la WWE, que Randy va échouer à quelques reprises, et pas juste pour sa consommation de cannabis. C'est quelque chose qui est toujours présent, là. On peut se poser des questions quand on voit le look de certaines personnes. Aujourd'hui, on est très, très loin des stéroïdes. J'en ai parlé, je pense, dans une autre précédente intervention, mais aujourd'hui, c'est les cellules souches, là, beaucoup. Hein? On va penser au rajeunissement avec l'injection puis les traitements aux cellules souches. Les gens vont en Amérique du Sud pour avoir ces traitements-là. Je pense que tu en as parlé sur l'épisode de Scott Hall. Ça se peut-tu? Ça se pourrait, mais entre autres, Rey Mysterio, dans son documentaire sur A&E, en parle, qu'il a subi ces traitements-là. Ça permet à des... Ce qui était à l'époque des années 80, à 40 ans, on disait qu'un lutteur était fini. Bon, là, les gars vont à 60 dépassés, puis ils sont toujours là. Puis ils n'ont pas tout d'estro pour les aider à se rendre là. C'est clair. C'est vraiment... Ces choses-là se passent, que ce soit Hulk Hogan ou Rey Mysterio, ils ont tous eu des traitements aux cellules souches. Et là, si c'est dans la lutte, ça veut dire que dans la NFL, dans la NHL, dans la NBA, tous ces gars-là ont accès à ces éléments-là. Donc, on est bien... En fait, on est au-delà, on est dans des choses qui ne sont même pas testables aujourd'hui, à savoir si oui ou non les gens ont pris des produits, parce que en développant des lois interdisant des produits, puis en interdisant des produits, puis en les rendant comme ils étaient détectables, bien sûr, c'est les produits masquants, c'est les produits non détectables. Ouais. Et je pense que c'est dans l'être humain, hein. On veut toujours se dépasser, on veut être le numéro un, on veut faire le plus d'argent, on veut être le meilleur, on veut être le plus gros, on veut être le plus fort, c'est dans tout, là. Et quand la tentation est là, c'est difficile de dire non. Quand ton voisin le fait, que toi, tu le fais pas, puis que ton voisin passe en avant de toi, c'est toujours ça. Et à l'époque, aujourd'hui, bon, c'est différent, mais à l'époque, c'était le Far West. Donc, les gens étaient prêts à tout. Puis ils se souciaient très peu et avaient très peu de connaissances des conséquences. Exact, c'est ça que je m'en allais te dire. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 15-20 ans, mais là, aujourd'hui, tu as la possibilité de le faire. Tu sais, dans le temps, les gens qui n'étaient pas impliqués, on regardait le dos d'un lutteur. Puis on voyait, mettons, comme tu sais, il y avait de l'acné dans le dos, là, puis c'était, on se disait, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'était une des... C'était un des effets secondaires classiques. Et les gars, un gars de 40 ans qui fait de l'acné, c'est plus rare un peu comme. Et en plus, les gars luttent en bobette la plupart. Comme tu disais, ils n'ont pas de T-shirt. Fait que, à un moment donné, c'est ça. Ça pouvait être un peu ouvert ou pas ouvert, mais envoyer un message, en tout cas. Soyons réalistes, là, prenons Dino Bravo en exemple. Prenons des images de Dino Bravo au Québec contre King Tonga. C'est un gars musclé, c'est un gars qu'on savait fort, c'était sa gimmick. Mais la définition, la grosseur des trapèzes, le look que Dino Bravo va avoir une fois rendu en blondinet à la WWF n'est pas le même qu'il avait au naturel dans les années précédentes. Exact. Donc, clairement, il s'est passé quelque chose parce que Dino n'était pas le plus jeune du groupe, là. Non, exact. Et, et ça arrive aujourd'hui qu'ils sortent. Puis je sais, quand on a parlé de scandale, toi et moi, pour parler de cet épisode-là, tu m'avais mentionné, tu m'avais écrit le mot scandale, après ça, le monde a entendu parler, bah. Est-ce que Dark Side of the Ring sur les stéroïdes serait une bonne idée pour le fan qui veut savoir comment ça s'est passé? En fait, oui, ils ont fait un épisode sur le procès
où on va parler à Jerry McDevitt, qui était l'avocat de Vince, avocat qui ne perd jamais ou ne perdait jamais. D'ailleurs, a pris sa retraite juste avant que les derniers scandales de Vince tombent. Donc, par conséquent, oui, c'est un excellent complément. Ils font un bon travail, quoique superficiel un peu. Puis bon, McDevitt, c'est pas comme s'il nous révélait le poteau rose ou rien de bien spécial. Cependant, effectivement, ils font un bon travail de démontrer jusqu'à quel point la poursuite, dans son zèle de vouloir mettre Vince en prison, n'a pas nécessairement fait ses devoirs. Puis, tu sais, encore là, il n'y avait pas un gros cas, là, on s'entend. C'est pas comme s'il y avait Vince qui fait livrer 2 palettes de stéroïdes dans la warehouse à Titan Tower, puis qui en donne à tout le monde des agents pour que les agents fassent la distribution au prochain taping. Ouais, c'était pas on ça. On était très, très, très loin de ça. Il y a entre, tu sais, ce qui explique la situation, là, je pense que c'est vraiment ça, c'est le vouloir de gagner, le vouloir d'être les meilleurs, de voir le succès d'un gars comme Hulk et donc de vouloir répéter ce look-là, raffiner ce look-là. Tu sais, on parle souvent là, du look super-héros, ben, c'est un peu ça, les stéroïdes te donnent un peu ce look-là plus grand que nature et par conséquent peut justement, tu sais, on se souviendra tous des Road Warriors, je veux dire, les Road Warriors, moi, je les avais jamais vus lutter. J'avais juste vu des photos d'eux autres dans les magazines et je rêvais de les voir à la télé, de pouvoir les voir. Quand ils sont arrivés au Québec, je capotais. J'avais déjà des posters d'eux sur mon mur. C'était parce qu'il était gros, il était fort, il avait de l'air, justement, de super-héros directement sorti d'un livre de comics. Et il était vivant, il était vrai. Donc, c'est sûr que l'incitatif est là quand ces gars-là ont un succès pareil pour le prochain de dire ouais, mais si je veux, tu sais, aussi bon je serai, si j'ai pas ce look-là, j'aurai pas la chance d'être casté dans ce film-là ou dans cette histoire-là. Tu sais, c'est un peu comme Stallone qui arrive, Stallone de Rocky 1 versus Stallone de Rocky 3, là. Hein? On s'entend qu'il s'est passé de quoi? Je sais pas quoi, mais il s'est passé quelque chose. Là. On n'est plus dans le même physique pantoute. Ouais, mais il courait les marches, là. Ouais, non, ça en l'aide, courant des ça. marches, là. Les fêtes, moi, puis regarde. Non, moi, ça n'a pas fait marché. des abdos d'acier. Ouais. Les marches de Philadelphie, là. Il y en a qui ont les mollets d'acier, d'autres qui ont les abdos d'acier. Tu sais, c'est comme ça. Puis, je veux dire, je pense que jusqu'à temps qu'on va trouver un produit qui a aucun dommage pour la santé, je pense que ça va toujours être présent parce que on l'a vu, là, c'est récent là, que les Russes se sont fait prendre avec toute une nouvelle gamme de séries de produits, puis c'était institutionnalisé dans leur système olympique. Je veux dire, on veut gagner, on veut être supérieur, que ce soit l'individu ou le pays. Puis on est prêt à faire le raccourci pour y arriver. On est prêt à échanger des années de vie pour y arriver. Tant que ça, cette option-là ne disparaît pas, puis je pense que, bon, l'humain, on a encore du chemin à faire. On est un peu... c'est un catch-22, là. Si je le fais, l'autre va le faire. Si je le fais pas, l'autre va le faire. Si je le fais, l'autre le fait. C'est comme ça. À l'époque, c'est sûr que ça aurait pu jeter la compagnie à terre. Il y avait des vieux gars qui disaient que Vince serait en prison puis que Pat irait avec les autres agents faire le booking en prison, en visite au travers du plexiglas. Mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, on est beaucoup plus smart et les produits se sont énormément raffinés. Je veux dire, va dire à Arnold Schwarzenegger ou à Sylvester Stallone que ça va t'enlever des années de vie. Les gars s'en vont vers 80. Puis ils ont de l'air de ce qu'ils ont de l'air. Donc, il y a clairement un moyen de contrôler ça avec un médecin pour que ce soit plus positif que négatif. Oui, moins dommageable. Aujourd'hui, à l'époque où on est live en 2024, la situation des stéroïdes, est-ce qu'elle est encore présente selon toi? Mais je pense qu'il y a toujours le cas où ce que tu dis peut-être que,
Sûrement, mais je pense que c'est pas des stéroïdes. Là. Je pense qu'on a parlé beaucoup d'hormones de croissance à une certaine époque. Comme je disais, les traitements aux cellules souches pour aider à rajeunir, ce qui est totalement une zone grise là, parce qu'on n'est plus dans le produit qui te permet d'être meilleur, une drogue qui te permet d'être meilleur, mais on va t'injecter des cellules souches à partir là, d'un cordon ombilical. Les processus sont complexes. Là. J'ai lu un peu, j'ai vu des documentaires, c'est complexe. Là. Hulk raconte je me souviens plus si c'était dans un livre, qu'il a failli mourir parce qu'il a fait une réaction à un de ces traitements-là. On est dans un autre monde. On est dans un autre monde. Mais je veux dire, on le sait que ça a un impact. Je veux dire, on n'a qu'à penser au scandale du baseball avec Mark McGwire puis Sammy Sosa. Je veux dire, c'est le même principe. Là. Prendre une photo de Sammy Sosa avant, puis une photo de Sammy Sosa quand il était en train de battre tous les records de coups de circuit, on dirait que c'est plus le même gars. Donc, les José Canseco de ce monde, c'est la même chose. Tu demanderas à ces gars-là s'ils le regrettent. C'est ça aussi, là. Ils ne le regrettent pas. Ils sont toujours là. Donc, tu sais, ce qu'on disait pour faire peur, vous allez mourir, vous allez faire. C'est pas ça qui est arrivé de façon systématique pour les gars qui prenaient ces produits-là. Au contraire, ils ont de l'air plus jeunes que leur âge à ce jour. Parlant de ça, je voulais, parce qu'on n'a pas parlé il y a quelques semaines, et lorsque j'étais sur mon vol de retour entre Victoria et Toronto, j'ai entendu que finalement, Mike Jones aurait eu 72 ans et qu'il disait qu'il avait 61 ans. On parle de Virgil, là. Oui, Virgil aurait menti sur son âge durant des années. Il y avait presque une dizaine d'années de différence entre son âge véritable et son âge réel, qui aurait eu une quarantaine d'années déjà lorsqu'il était champion du million de dollars. Puis ça, d'après toi, est-ce que c'est un oui-dire, c'est une légende? Est-ce que c'est vrai? Parce que selon Conrad Thompson puis Bischoff, c'est sur le 83 Weeks que j'ai entendu ça, Thompson disait oui, c'est confirmé. C'est ce qu'on aurait confirmé avec les actes de naissance et tout ça. Mike Jones était un culturiste à la base qui devait jouer dans ces produits-là, c'est certain. Il y a toujours une question de génétique aussi pour paraître jeune. Puis c'est sûr que dans le monde de la lutte, comme je le disais, à 40 ans, on était vieux. Il n'y a aucune chance que Virgil aurait eu le push qu'il aurait eu à 40 ans pour être le champion du million de dollars si on aurait su qu'il avait 40 ans et non pas 30. Donc, ça ne me surprend pas jusqu'à un certain point. Virgil étant toujours cette espèce de personnage. Tu sais jamais s'il essaie de t'en passer une vite. À cette époque-là, tu marques une année de naissance sur ton contrat, puis il n'y a pas personne qui va vérifier si c'est vrai ou s'il y a un acte de naissance quelque part. Bon. Et personne nécessairement va regarder dans ton passeport c'est quoi la date exacte qui est marquée là. Bon, je pense que ça vient avec sa légende ou le mythe de Virgil. Là, je pense que ça vient bien compléter le tout après ça, après son départ, mais ça te fait te poser des questions effectivement parce que clairement, il paraissait pas son âge à bien des époques de sa vie. On est en 1990, c'est maintenant illégal. Il y a le procès qui arrive en 94. Les lutteurs que tu t'es dit, oh, lui, il a arrêté d'en prendre, ça paraît. Ben, Hulk, c'est... Écoute, regardez WrestleMania 9. Je veux dire, Hulk a fondu. Ouais, hein? Littéralement, là, il est grand et slim. Mais quand tu dis il est grand et slim, il est grand et quand même découpé, là, mais il est plus le monstre qu'il était. Il perd la largeur d'épaule. Ouais. Le Warrior à WrestleMania 8 également, qui n'est pas aussi à son pic qu'il pouvait l'être là, dans les années auparavant. Donc, et bon, il force est d'avouer,
rappeler que, alors que la WWF avait son wellness policy, puis ses tests de pipi, à la WCW, il n'y avait aucune espèce de politique en lien avec ça ou de surveillance. Si quelqu'un ne se mettait pas dans le trouble par d'autres substances récréatives, il n'y a pas personne qui demandait de faire des pipis. Et de notre collègue David Joua de me rappeler le slogan de la WCW, Where the Big Boys Play. Hein? Écoute, hein, c'est ça, comme par hasard, ce slogan-là arrive quand Hulk arrive. Et Hulk va soudainement reprendre toute sa masse. Ah oui? Oui, comme par hasard. Ah oui, il me semble que je le vois dans la NWO, puis c'est pas le même Hulk que j'interviewais en 88-89. Il n'y a pas tout à fait la même masse, mais il n'y a pas la masse de WrestleMania 9, on s'entend. Ouais. Écoute, c'est une période. Ceux qui aimeraient regarder l'épisode Dark Side of the Ring, où est-ce qu'ils peuvent trouver ça? Il est disponible sur Crave. Certains des anciens épisodes ou des anciennes saisons de Dark Side, j'ai vu aussi, étaient sur Tubi TV, qui est gratuit. TUBI. Les gens peuvent aller sur Internet ou télécharger l'application. Certaines des télés modernes peuvent même permettre d'accéder à cette application-là directement sur leur télé intelligente. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une autre époque. Ça aurait pu changer la direction. Ça a changé la direction en termes de dire que on a nettoyé, ça a donné des chances à un Bret Hart et un Shawn Michaels qui est venu mettre un peu égal le terrain, c'est-à-dire que tu n'avais plus besoin d'avoir le look de Hulk Hogan pour être pris en considération pour le casting principal. C'est ça. Tu pouvais compenser par ton talent, par ton charisme, par ta lutte, d'autres faiblesses, comme le gars qui avait de l'air de Hulk Hogan pouvait compenser le fait que c'était pas nécessairement Luthez comme lutteur. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Puis, c'est aussi intéressant au final parce que l'histoire a changé à ce point-là dans le temps. Et il y a potentiellement une réalité où Vince McMahon a été condamné et la WWE a peut-être été complètement assommée à ce moment-là. C'est peut-être la WCW qui a gagné la guerre au final. Mais c'est un point tournant. Et c'est un point tournant aussi, c'est-à-dire que c'est devenu que tu pouvais réussir sans ça aussi, parce que comme il y a eu les tests par après, c'était devenu beaucoup plus complexe et par conséquent, justement, ça a forcé les gens à devenir meilleurs dans leur performance de lutteur, ouais. Exact. Ce qui aujourd'hui est une grosse clé du produit, c'est-à-dire que tu peux avoir le plus gros gars du monde et le plus gros musclé, on pense à Ryback ou on pense à Omos, et c'est pas assez. Raison. C'est pas assez. Donc, ça, c'est intéressant comme conséquence. Aujourd'hui, ce n'est pas assez d'être gros et grand. Il faut être bon aussi. Oui. Ouais. Et c'est tant mieux, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est tant mieux. Là. On n'a qu'à regarder certains vieux combats. C'est pas toujours élégant. C'est pas toujours super excitant non plus. De voir des gens un peu semi-immobiles. Les stéroïdes aussi enlevaient beaucoup de flexibilité. On a qu'à penser au British Bulldog, David Boy Smith, qui est passé d'un gars super agile, super athlétique, à un gars un peu qui a de la misère à tourner, tellement qu'il a les épaules larges puis le cou large. Donc ça, ça fait partie justement du visuel du sport. Puis, je veux dire, aujourd'hui, les gars vont faire des choses que souvent aucun gars des années 80 aurait été capable de faire. C'est sûr, c'est sûr. C'est ce qu'on pourrait appeler l'évolution. Et oui, c'est un très bon mot. Et comme je te dis, moi, personnellement, je pense que il va toujours avoir une forme de façon d'aller plus vite, de faire un raccourci. Donc, au lieu de s'estomper, ça ne que continuer à s'améliorer puis à trouver des nouvelles façons d'améliorer, de rajeunir, d'étirer les carrières. Donc, pour plusieurs, on pourrait utiliser le mot tricheur. Tricheur. Est-ce qu'à la lutte, on triche vraiment? Est-ce que Sylvester Stallone triche? Est-ce que Arnold triche? Est-ce que Madonna triche? Ou est-ce qu'ils font ce qu'ils ont à faire pour réussir dans leur domaine? Ouais.
Mais quand tu es dans le vrai sport, par exemple les Olympiques, là, Ah, c'est mais une là, autre. on est ailleurs parce Ouais, qu'effectivement, ouais, dans certains ouais, sports, ça a un impact sur tes ouais. performances. Et là, on parle de tricheur. Mm. Dans le monde du spectacle, Hulk Hogan n'a jamais gagné un match parce qu'il prenait des stéroïdes. Il gagnait un match parce qu'il était le populaire, le plus détesté, le plus de pouvoir backstage, le plus beau look, mais jamais parce qu'il était le plus fort, le meilleur, ou qu'il pouvait courir plus vite ou lever plus de poids qu'un autre. Très intéressant, Bertrand. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous amener dans cette période tumultueuse de la lutte professionnelle. Effectivement. Écoute, ça va faire 30 ans, là. Eh boy. Donc, on est ailleurs. Ça va être WrestleMania 40. Et la compagnie est dans une autre stratosphère C'est sûr. aujourd'hui, alors qu'à ce moment-là, elle est venue très proche là, d'être assommée là, pour plusieurs années. Elle a été au tapis, mais elle s'est relevée. Et voilà. Au compte de Bertrand 9, Hébert, se sont oui, relevés. oui, oui, oui. Et un compte à la façon de la lutte, peut-être, là, tu sais. Oui, mais à la fin, ils ont gagné. L'important, c'est qu'il soit debout, c'est ça. OK, Bertrand, merci beaucoup et on se reparle pour un autre sujet captivant du monde de la lutte professionnelle sur le CIM. Un gros merci, monsieur le professeur. Merci à toi. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, tu as eu la chance de passer en entrevue notre ami Speedball Mike Bailey. Pourquoi tu as pensé à lui pour le podcast sur les stéroïdes? Ben, tu regardes son physique, puis c'est évident. Non, mais faire sa part, je comprends où tu t'en vas avec ça parce que Mike n'est pas reconnu pour son énorme physique. Puis, dans ces années-là, 94, puis même moi, quand j'étais allé à un match de sang en 2004 avec Mastrocola, on était très, très petits. Tout le monde était gros. Donc, mais aujourd'hui, des plus petits lutteurs ont la chance de montrer leur talent. C'est pas juste basé sur le physique. C'est ça qui est le fun. Et justement, peut-être que ce procès-là et ce scandale-là des stéroïdes a fait que les temps ont changé par la suite, ce qui nous amène aujourd'hui où on a des lutteurs de tout type de gabarit Ouais. qui peuvent nous montrer leur talent. Tu sais, on parlait de Logan Paul, c'est pas le gars le plus bâti. Tu regardes des gars comme Speedball non plus, mais c'est des athlètes, c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Donc, c'était le fun d'amener Mike Bailey sur ce sujet-là. Alors, si tu veux bien, on l'écoute. Place à Speedball, Mike Bailey. On en profite avec Mike Bailey, puisqu'on l'a eu pour un autre sujet. En 1992, lorsqu'il y a eu le scandale des stéroïdes, Mike Bailey avait 2 ans. En 1994, quand il y a eu le fameux procès, il avait donc 4 ans. Et sûrement qu'il a vu l'épisode sur The Dark Side of the Ring et ça l'a changé l'image et ça l'a ouvert tellement d'opportunités, selon moi, pour les lutteurs qui ne mesuraient pas 6 pieds 6, 300 livres. Ça l'a ouvert la meilleure définition pour moi, pour les lutteurs de type Division X, si on regarde la TNA. Et sûrement, Mike, étant jeune fan de lutte, c'est assuré que tu as vu les images de ces monstres-là des années 80 et que suite à ça, ça l'a ouvert tellement de portes à des gars comme toi. Tu en penses quoi aujourd'hui? C'est drôle comment tu décris ça parce que dans ma mémoire, j'ai commencé à regarder de la lutte, je pense, en 97. Wow, Je me souviens oui, pas exactement de 7 ans. l'année, mais je me souviens pas exactement de l'année, mais je me souviens que c'était Kane qui essayait de mettre The Brood en feu. Peut-être un peu après 97. Mais dans ma tête, même à cette époque-là, tout le monde était énorme. Mm-hmm. Absolument tous les lutteurs étaient gros, puis il y avait personne qui était à télévision, à Raw is War.
comme ils l'appelaient dans le temps, qui était de taille humaine. Mais tu sais qu'à la WCW où j'étais, en 97-98, le thème était Where the Big Boys Play. Ça en dit gros, là. Oui, aussi parce que la division Cruiserweight de la WCW était beaucoup plus importante qu'à la WWF qui était. Exact. Donc, à la fin des années 90, après cette guerre-là, est-ce que c'est là qu'il y a eu plus de cruiserweight qui ont pris de la place et que ça l'a tellement, grâce à leur performance, ça dépassera pas, mais ça a donné une balance avec les gros mastodontes, disons. Je pense que ce qui a vraiment donné enlevé de l'importance à juste la taille des lutteurs, parce que quand tu regardes vraiment ça, c'est une personne. C'est l'idée d'une seule personne au monde que tous les lutteurs devaient être énormes et gonflés. Hein, parce que si tu regardes partout ailleurs dans le monde, même des années 80-90, je veux dire, au Japon, la lutte explosait dans les années début 90, puis ce qui était le plus gros au Japon en 92, c'était la lutte féminine. Mm. Donc, c'était C'est certainement pas vrai. la même culte du monstre qu'aux États-Unis qu'il y avait. Puis, je veux dire, les lutteurs de petite taille au Japon pouvaient être champions aussi. C'était aucunement le genre de physique que tu voyais euh, aux États-Unis. Puis, quand tu étudies vraiment la question, c'est la WF qui faisait affaire avec une organisation de bodybuilding. Vince qui avait même essayé d'ouvrir sa ligue de Oui, bodybuilding. c'est vrai. C'était son choix. Puis en tant que, tu sais, il y avait le monopole, c'était le chef de l'industrie. C'était lui qui faisait les décisions exactement. Puis lui, il voulait des gros bonhommes musclés. Mais c'était pas aucunement ce que le public demandait. C'était pas ce que les fans de lutte voulaient. Puis c'était clair quand tu regardais la lutte. Pas que je regardais de la lutte dans le temps, mais en rétrospective, tu Mm. regardais ailleurs dans le monde les lutteurs qui étaient populaires, les lutteurs que le monde voulait voir, puis la corrélation n'était pas pareille. Tu as parlé du Japon, mais c'est la même chose au Mexique. Oui, oui, exactement. Les deux pays hors des États-Unis, Canada mis à part, qui ont la plus grande culture, la plus grande histoire de lutte avec la lutte professionnelle dans tout le monde. Tu vois, chose certaine, on est content que ce scandale-là soit arrivé. De un, pour la santé des lutteurs, il faut le dire. Et de deux, ce que ça a donné comme spectacle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers la planète, il y a tellement. La lutte professionnelle a tellement pris de place et c'est beau à voir. C'est sûr. Puis moi, un de mes grands combats dans la lutte, c'est de rendre ça le plus accessible possible. Je crois fortement que tout le monde qui veut faire la lutte, tout le monde qui veut participer devrait pouvoir. Je veux dire, c'est sûr que ce ne serait pas au niveau professionnel, puis s'attendre à ce que tout le monde vont payer pour vouloir te voir en faire, c'est un peu ridicule, mais tout le monde Mhm. devrait avoir la chance d'essayer parce que c'est le fun. Je veux dire, c'est Oui. amusant de faire un combat de lutte. Puis si plus de monde comprenait à quel point c'est difficile d'organiser des combats, c'est difficile de faire des combats, c'est à quel point ça prend d'efforts, je trouve que ce serait juste plus apprécié. Fait que de mettre des barrières à l'entrée comme il y avait dans les années 90, puis non, il faut que tu sois au-dessus de 2,80, puis il faut que tu prennes des produits chimiques, puis il faut que tu sois au-dessus de 6 pieds 4, puis il faut que tu sois idéalement un gros homme blanc. Puis sinon, tout est C'est plus vrai. difficile. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ça devrait être parti depuis longtemps. Puis c'est dommage que ça reste encore dans plusieurs régions du monde, cette culture-là. Mais au sud des États-Unis, honnêtement, quand j'ai commencé à lutter aux États-Unis en début 2022, ça m'a surpris à quel point la culture old school puis l'identité de Southern Memphis Wrestling était encore Hmm. présente aux États-Unis, malgré les demandes du public. C'est fou, hein? Comment il y a des gens qui restent fermés longtemps. Ouais. Et tu disais tantôt que les gens, ça devrait être accessible. Ils devraient, si ont la chance de pouvoir, le fun de le vivre, mais ils ne sont pas obligés d'être lutteurs, peuvent être annonceurs, peuvent être gérants, peuvent être arbitres, peuvent être gars de sécurité autour du ring. Tu sais, il y a tellement de possibilités. Fait que oui, allez-y, puis allez voir votre promoteur local, dites, hey, j'ai le goût de faire quelque chose.
il va trouver une place, c'est sûr. Exactement. Il y a tellement de bel aspect de la lutte. Il y a tellement de belles communautés dans la lutte professionnelle. Puis je trouve qu'honnêtement, c'est un des meilleurs aspects. Puis si tu trouves une belle place, je veux dire, j'ai vu énormément de monde avoir euh, pas financièrement très peu de succès avec la lutte, mais personnellement, beaucoup de croissance, puis qui ont eu une merveilleuse carrière, même s'ils ne sont pas rendus à des places comme la WWE. Ben, tu sais, tu as dit un mot tantôt, fun, et comme tu le sais très bien, mon surnom à moi, c'était tellement facile, hein, Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958, Self-Proclaimed Legend. Celle-là te surprend, hein? Belle promo. Belle promo, Marc. Mike, c'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup de ta générosité, de ton temps, et on a bien hâte de te revoir. Prends soin de toi, jeune homme. Merci beaucoup, Marc, toi aussi. On est de retour sur le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, l'épisode sur le scandale des stéroïdes. Et notre prochain invité, mon handsome, nul autre que Marc-André Boulanger, Frankie the Mobster. Écoute, j'ai hâte d'entendre ce que Marc-André va te raconter parce que, comme tu l'as dit en préambule, Marc-André, c'est un gars authentique, c'est un gars honnête, c'est un gars transparent. Puis, tu sais, c'est pas des questions faciles que tu as dû lui poser ou ça reste toujours un sujet touché, hein, savoir en as-tu pris? Est-ce que tu es. Tu sais, c'est toujours tabou un peu de parler de ces choses-là. C'est tabou, même si c'est évident. Ouais. Puis David Jouan m'avait envoyé un reportage, le Casanova des pauvres. Non, le Don Juan des pauvres. C'est pas pareil, un Casanova, un Don Juan? Marc, c'est la rime. Don Juan, David Jouan. Ah! M'essayer de m'en souvenir, Qu'est-ce qu'il t'a envoyé, notre ami David? C'était probablement, ça fait peut-être 15 ans de ça. Théâtre extrême, ça se peut-tu? Un reportage, oui. Un On voit reportage. Tu m'as dit que j'apparaissais là-dedans. Oui. Ouais. Quand tu avais des cheveux. Oui, Et on voit Frankie Mobster, des photos de lui quand il a commencé. Là, écoute, il était gros de même. Là. Écoute, il était très généreux et il ne s'est pas mis la tête dans le sable. Alors, je pense que c'est une entrevue que vous allez beaucoup apprécier. Alors, sans plus tarder, on l'écoute. Un homme que j'adore qui a été champion dans plusieurs fédérations, Canada, États-Unis, partout à travers le monde, Frankie the Mobster. Sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, on est super content de le retrouver. Frankie the Mobster, Marc-André Boulanger, comment vas-tu? Ça va très bien, Marc, et toi? Ça va bien. La question que tout le monde se pose, comment vont les cours de harpe? J'ai dû arrêter parce que j'étais rendu à ma 4e harpe. De par mon manque de délicatesse, je venais qu'à briser des instruments qui en eux-mêmes sont quand même très dispendieux. Et avec mon budget lutteur, je n'arrivais pas à fournir. Et puis, les secondes mains, ils n'étaient pas nécessairement de très bonne qualité. Le son n'était pas adéquat pour mes douces oreilles. Alors, je me suis trouvé un autre instrument. J'ai commencé la cuillère. Beaucoup plus rustique, plus dans mes branches. C'est un peu de percussion. Marc-André, très content de te voir à la télé, de toujours avoir de l'air surpris et surpris dans le sens, pas que tu ne mérites pas d'être là, au contraire, je pense que ça fait longtemps que j'aurais voulu te voir là, puis tu sais, t'es tellement bon, puis je t'aime tellement, fait que c'est vraiment le fun de te voir là. Et un gros merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast de cette semaine. Je viens tout juste de finir de regarder Théâtre extrême que mon ami David Jouan m'a envoyé, celui qui s'occupe du podcast en France. Théâtre extrême, écoute, c'est des... Tu étais en entrevue. Date, ça. Oui, ça parce date que... C'est dans le temps de la... C'est-tu dans le temps de la... C'est pas dans le temps de la TOW, si je n'abuse. Oui, parce qu'il y a plein d'images que j'avais jamais vues de la TOW. Et OK. Là-dessus, tu parles avec un médecin pour les, les commotions. Commotions et tout ça, et tu parles également des fameux stéroïdes. Et
dans ce reportage-là, tu parles, une des premières choses, c'est le look, le physique de l'emploi. Et comme de raison, j'avais jamais vu les photos de toi à 135 l'évolution livres. physique. Je me souviens plus comment tu t'es traité dans l'épisode, mais tu t'es nommé. J'aime bien faire la comparaison avec une membre religieuse en phase terminale de cancer. Ah, OK, OK. Mais écoute, c'est un sujet. On voulait parler du scandale de 1992 de la WWE qui s'est réglé en 1994. Et celui qui nous a suggéré de t'inviter n'est autre que Speedball Mike Bailey. Il dit, si tu pouvais avoir Marc-André, je pense que ton podcast serait de plus en plus, plus intéressant. Et en regardant le fameux documentaire Théâtre extrême, j'ai été surpris de t'entendre dire ouvertement que tu en prenais. Ça prend. Tu peux pas vraiment te mettre la tête dans le sable et je trouve ça un peu aberrant que le monde qui en ont consommé ou qui en consomme essaie de dissimuler ça. Premièrement, un physique de quelqu'un qui utilise de la supplémentation de performance, ça se voit tout de suite. Oui, oui. Alors, d'essayer de se mettre la tête dans le sable en étant puritain pour essayer de projeter une belle image fausse et hypocrite, moi, j'y crois pas. Et puis, vas-y. Dans cette. Écoute, ça doit dater d'au moins 12-15 ans. Possiblement. Tu parles de ton âge, je pense que tu parles que tu as 30 ans là-dedans. Ça fait longtemps. J'en ai 44 aujourd'hui. Bon, tu vois, ça fait 14 ans. À un moment donné, tu rencontres un spécialiste, un médecin, puis il t'explique que c'est souvent fait pour les animaux et tout ça. Et tu lui mentionnes dans l'épisode que ça fait 1 mois, je pense, que tu n'en prends plus. Ça faisait un peu plus de temps que ça, soyons francs. Ça faisait un petit peu plus de temps que ça. Parce que là, je me remémore ce reportage-là. Puis mon physique avait, encore une fois, il était revenu à l'état plus naturel. Et je le maintenais tant bien que mal avec un régime d'entraînement draconien et une alimentation surveillée de façon drastique. Mais j'étais plus léger, beaucoup plus léger à ce moment-là. De ce que je viens de voir, tu avais perdu 25 livres. Exactement. C'est ça. Par la suite, quand que les portes se sont fermées, on va dire les vraies affaires avec la WWE, est-ce que, et j'imagine que j'ai la réponse, mais est-ce que tu as recommencé à prendre des substances pour garder ton physique de fou? J'en ai réutilisé, oui. Mon Dieu, il y a multiples raisons. Et là, j'ai l'air de le dire ouvertement. En aucun cas, est-ce que j'ai l'air d'un gars qui encourage ceci? C'est pas le cas. Est-ce que je me mets pas la tête dans le sang, mais j'en ai utilisé, si tu vas me dire, c'est l'ultime exemple un peu banal du fais ce que je dis, pas ce que je fais. D'utiliser ces supplémentations-là, surtout à mon âge, quand je suis un vieillard, mais il y a un certain âge où le niveau de testostérone naturel va baisser, puis de le maintenir en ayant un dosage minimal de testostérone, qui est communément maintenant appelé la TRT, Test Replacement Therapy. Et ça, je trouve ça hilarant. Parce que si tu vois sur tous les réseaux sociaux ou le monde de culturisme ou même dans les sports, où le monde dit non, moi, je ne prends pas de stéroïdes, je fais juste de la TRT, qui est de la testostérone injectée de façon artificielle. C'est une façon propre de dire oh, non, je ne fais pas de stéroïdes, je fais du TRT. Ça reste que tu prends un supplément de la supplémentation de testostérone. Que pour garder le niveau régulier. Et ça, avec l'âge, c'est normal, c'est l'approche de l'andropause va mener à une baisse de testostérone. Moi, dans mon cas, en ayant utilisé le plus jeune âge, mon système hormonal a été chambranlé et chamboulé, devrais-je dire. Et je dois en utiliser. Je prends vraiment des doses minimes. J'en ai abusé.
J'en ai abusé dans le passé, soyons francs, euh, pour avoir un physique complètement hypertrophié et hors norme. Parce que oui, euh, mais je me suis tiré dans le pied d'une certaine façon aussi en faisant ça, parce que je voulais, moi dans ma tête, l'optique de la lutte a toujours été, elle reste, a toujours été ça des super-héros. Ouais. Moi, mon optique, un lutteur devrait se promener dans la rue sans être connu ou même reconnu de qui que ce soit et devrait attirer l'attention. Le monde va dire, tu sais qui lui? C'est mon optique. Est-ce que ça a changé de façon générale dans les grandes sphères de la lutte internationale? Absolument. Mhm. C'est une évolution, je crois, qui est normale. Est-ce que maintenant, le look culturiste ou, disons, pardon, l'anglicisme, musclehead, n'est plus nécessairement ce qu'il est recherché? Mhm. Mais je pense que les, les, les grosses vedettes ont quand même l'air, les champions comme Reigns ou John Cena. Encore là, John Cena, on recule de quelques années, il n'est plus au summum de son, ou un gars comme Brock Lesnar, c'est des super-héros, selon moi. C'est des Ouais. surhommes. Ouais. Mais tu as des gars maintenant qui viennent brouiller les cartes, comme Daniel Bryan l'a fait il y a maintenant quelques années, où, voyons, regardons MJF, Maxwell, Jacob Friedman, à la AEW. Mhm. Talent extraordinaire. Surtout pour son jeune âge, il a une telle maturité au niveau de sa verbalisation, de ses promos. Puis, on voit qu'il prend son côté fitness très, très au sérieux. Et je crois l'avoir déjà vu dire dans les réseaux sociaux qu'il n'utilisait pas de supplémentation, mais nettement, il est net et clair qu'il en utilise. Parce que son physique a explosé de façon exponentielle. Pourquoi? Parce qu'il y avait une compagnie à traîner sur son dos, il voulait avoir un esthétique. Mais sérieux, un gars comme Adam Cole, qui a un physique, selon moi, et là, je vais me faire tirer lancer les roches, parce que c'est un lutteur extraordinaire, il a un talent fou, un très bon verbalisateur lui aussi, mais il a un physique de camelot. Mhm. Puis moi, j'arrive pas à l'acheter en tant que figure pro d'une compagnie. Ouais. Est-ce qu'en tant que promoteur, je mettrais lui à la tête de ma compagnie? Non, c'est un très bon middleman, c'est un très bon pivot pour amener certains talents à certains endroits, mais je ne le mettrais pas en tant que champion parce que si tu mets ça sur une carte de vente de ton produit extérieur à quelqu'un qui n'est pas habitué à ton produit ou qui ne connaît pas ton produit, ils ont des préconçus de la lutte. Et encore de ce jour, même si ça a drastiquement changé, le monde veut voir des super-héros. Oui, oui. Mais encore une fois, ça, c'est mon opinion personnelle. J'ai l'air de te le dire comme ça, comme si c'était science infuse. Je ne crois pas que ce soit le cas. J'espère que ce n'est pas ce que je projette. C'est mon opinion, ma façon, moi, personnelle, de voir le milieu de la lutte. Dans le fameux documentaire, oui. Tu mentionnes que quand tu as arrêté à ce moment-là d'en prendre, que la confiance, et j'ai aimé tes mots parce que tu as dit la confiance, elle est comme artificielle, mais quand je suis là-dessus, j'ai une confiance accrue. Absolument. Absolument. C'est psychologique. C'est très psychologique. Si tu viens jouer au niveau hormonal, le psyché va en subir les conséquences. Une montée hormonale va augmenter ta drive, ta motivation, ta stimulation, ton inspiration à performer, à performer, et non seulement au niveau physique et athlétique, mais au niveau relationnel, au niveau intellectuel. Tout est plus accru, tout est plus, excuse-moi l'anglicisme encore, mais c'est plus prime. Tu veux que tout soit fait et tu te sens en mesure de le faire. Le fait par la suite, quand tu viens qu'à arrêter, si tu ne le fais pas, mais une autre chose aussi, ce qui est très, très, très important avant que je continue de mentionner, il faut que ça soit fait de façon raisonnable et suivi par un professionnel de la santé. Chose qui est maintenant beaucoup plus accessible. Moi, dans mon temps, je me faisais suivre par du monde qui avait des grosses connaissances là-dessus, mais pas nécessairement autant que j'aurais dû le faire. Et ça, la responsabilité ne revient qu'à moi. Puis j'en ai les conséquences qui font que maintenant c'est géré par un professionnel de la santé. J'ai des dosages qui sont minimes, qui sont le maximum nécessaire. J'ai pas besoin de les excéder et je m'en porte nettement mieux. Mais pour revenir à ce que tu disais, à ce que je te disais, pardon, pour clore la question que tu m'as posée, tu
quand tu cesses les produits en consommant de façon irraisonnable, comme j'ai pu le faire dans le passé, Mhm. tu es sur un nuage de performance à tous les niveaux, comme je viens de te dire. Mhm. Par la suite, tu n'es pas amoindri. T'es pas amoindri, tu deviens tout simplement normal. Mhm. Mais il y a une espèce de choc hormonal qui a lieu où tu deviens tout simplement ordinaire. Mhm. Et Ouais. c'est correct d'être ordinaire. C'est sain d'être ordinaire. Ouais. Ouais. Mais quand tu es à ce point-là surélevé dans toutes tes performances, dans tes attentes, dans Ouais. tes résultats, d'avoir la quantité de travail que tu es capable d'abattre, que ce soit au gymnase, que ce soit tes performances artistiques, tes performances créatives. Quand tu es juste ordinaire, ça Mhm. donne un coup. Ouais. Le côté peur, santé, est-ce que, tu sais, on parle de ça, il y a 14 ans, tu avais commencé Mhm. avant même. Est-ce que tu as eu cette peur de ta santé ou non? Pas assez. Pas assez. OK. Avec le recul, est-ce que je suis en santé? Oui, je suis en santé. Je vais bien. Je vais bien. J'ai fait une batterie de tests. Mes niveaux sanguins sont adéquats. Il y a de l'usure d'un lutteur de 44 ans. Oui, oui. Il y a de l'usure aussi du fait que j'ai une masse corporelle supérieure à ce que ma charpente naturelle C'est vrai. aurait dû soutenir. Oui, Donc, au niveau oui. des articulations, au niveau des ligaments et des tendons, il y a une surcharge et il y a de la fatigue articulaire. J'aurais bien essayé de me mettre en contact avec Génacol, mais c'est Jacques Rougeau qui en était le porte-parole, puis bon, j'ai décroché. Euh, de blague à part, j'ai eu quelques Elle est conversations bonne. avec Jacques Rougeau. Ben, j'ai eu quelques conversations avec Jacques Rougeau pendant les 2 dernières années. Puis, on a trouvé un terrain d'entente. Il y avait beaucoup de malentendus de mon côté par rapport à cet homme-là. Des choses qui j'avais entendues qui étaient pas nécessairement véridiques. Mhm. Puis, on a pu clarifier, lui et moi. Puis, je pense qu'il y a une bonne entente. Mais ceci dit, pour revenir à la fatigue, à l'usure, et à la santé et à la peur. Euh, présentement, je suis très suivi de façon structurée, professionnelle et très bien organisée. Je me sens très bien, surtout au niveau psychologique. Le niveau psychologique et le coup où, quand j'ai pris des mauvaises décisions de vie très lourdes, qui ont eu des conséquences, je vais dire, très lourdes, les choix de vie n'étaient pas, mais les conséquences en ont été. Puis, tous les rêves que je m'étais construits, oh, je ne m'étais pas construit des rêves auxquels j'aspirais, Mhm. se sont écroulés. Euh, je suis la seule personne responsable de tout ça. Je ne Mhm. suis pas celui qui se met la tête dans le sable, qui cherche à mettre le blanc sur les autres, comme plusieurs dans le milieu de la lutte, et tu le sais très bien, vont faire. C'est Mhm. tout le temps la faute de quelqu'un, il y a quelqu'un qui les a revenus, il y a quelqu'un qui les a bloqués. Mhm. Je me suis bloqué, je me suis tiré dans le je me suis fourvoyé, je me suis bloqué dans le manque d'avancement et le manque de développement de ma carrière. Et encore une fois, est-ce que je suis fier de ce que j'ai réussi? J'estime avoir fait des choses Ben oui, ben oui, significatives oui. au niveau québécois. Euh, Puis j'estime avoir laissé dans un c'est plus un micro-milieu, mais dans le micro-milieu de la lutte québécoise, j'estime avoir laissé une certaine marque qui, j'espère, va perdurer au fil du temps. Au niveau, pas nécessairement au niveau de la lutte, mais au niveau de répercussions que je peux avoir au niveau de la création des personnages et Ouais, ouais, de l'interaction avec le public, je pense que j'ai établi une certaine ligne. Et ouais. si je me permets la prétention de dire que j'espère avoir inspiré des gens à travailler sur cet aspect-là plus que ça pouvait être le cas dans le passé. Oui, parce que tu pourrais avoir juste le physique et juste lutter. Mais tu sais, moi, je te connais depuis de nombreuses années et juste ton entrée, quand tu rentres, tu, tu performes, Exactement. tu te donnes au Oui. public et ça, personne peut te l'enlever et un énorme bravo pour ça. Merci. Et si il y a des jeunes
des jeunes lutteurs frêles qui nous écoutent, là, qu'est-ce que tu leur dirais? J'aime le mot frêle. Donc, qu'est-ce que je leur dirais? Ouais, c'est pas évident, hein? Non, mais ça devrait l'être pourtant. Euh, je leur dirais tout simplement, je veux pas que ça fasse preuve d'un détachement ou d'un manque de reconnaissance, de vivre leur rêve avec les moyens qu'ils ont en main, de donner ce qu'ils croient et de suivre les conseils de personnes ayant réussi. S'ils ont accès à ces dites personnes-là, de faire attention à leur santé, avec l'aide du professionnel de la santé, de s'assurer d'être bien guidés dans leur entraînement, dans leur mise en forme, dans leurs besoins diététiques et de s'entraîner avec une compréhension, je veux dire psychologique, parce qu'on parle souvent de la psychologie de la lutte, avec une compréhension psychologique de ce que leur physique, leur apparence leur permet d'apporter ou d'amener sur la table en tant qu'artiste performant dans le milieu de la lutte. Oui, c'est super bien dit. Tu disais qu'il y avait de l'usure, tu es rendu à 44 ans. Tu te vois lutter encore combien d'années? Tu veux-tu te rendre aussi loin que PCO? Ah, mon Dieu, non. Mon Dieu, non. Et je ne dis pas ça, j'espère que je parle de quelqu'un qui amoindrit les accomplissements de Carl. C'est tout le contraire. Je n'ai aucunement les aptitudes surhumaines de P.F. Carl pour me permettre d'abuser de mon physique comme il le fait. Ce n'est pas. Et il dit PCO is not human et c'est un shoot total et absolu. Cet homme-là me coupe le souffle, me coupe le souffle, devrais-je dire. Il est absolument. Tu vois, en toute franchise, j'en parlais tout récemment avec ma conjointe, qui, elle, a découvert la lutte à travers. Elle connaissait un peu la lutte parce qu'elle connaissait du monde qui performait dans les environs de Sherbrooke, mais à plus grande échelle, si tu veux, en me suivant dans mes périples, religieusement avec mon fils. Puis, elle voit mon dévouement, tout ça, puis elle voit la passion que j'y ai. Mais moi, je pense que tu le sais, j'essaie de le gérer de façon saine, mais j'ai quand même un ego, un gros. Et si je te parle de mon gros ego, c'est pas parce que je vais refuser d'aider le monde ou c'est pas parce que je veux pas perdre ou gagner ou peu importe. Ça, je m'en contrefous de tout ça. Le niveau de l'ego, c'est que je ne voudrais pas offrir une performance amoindrie par rapport aux standards que j'ai réussi à établir au fil des années, on va se dire. En ralentissant. Je veux pas que le monde dise ah, il était bon, Frankie, avant. Et je sens que ces jours-là, ou ce doute-là pourrait être dans l'ombre, prêt à surgir. Toi, j'ai une vapoteuse, j'ai arrêté de fumer. Je suis vraiment fier de moi. Ça fait maintenant 2 heures et demie. Mais non, toute blague à part, j'essaie mon asthme va cause des problèmes de par la cigarette, et ça, c'est de l'abrutisme et de la stupidité totale et complète de ma part. C'est tellement une ambiguïté puis une contradiction ridicule de ma part d'être fumeur alors que je suis asthmatique et que je performe dans des activités athlétiques fort exigeantes. Je suis une personne très anxieuse, je pense que tu le sais aussi, et l'arrêt de la nicotine est immensément difficile. Ceci dit, je me donne, tu vois, là, il y a un chiffre qui pourrait être intéressant, ça fait 28 ans que je fais. Tu à 30 ans? Qui est à 30 ans, je pense. D'avoir une carrière de 30 ans, je pense que c'est honorable. C'est quand même respectable. Puis, c'est plus qu'honorable et c'est plus que respectable. J'ai des belles opportunités ces temps-ci. Est-ce que ça va continuer sur cette aire d'aller? Je ne peux pas t'en assurer, je ne peux même pas moi-même m'en assurer. Je l'espère. Au niveau artistique, au niveau télévisuel, j'ai des très beaux trucs présentement qui m'emballent énormément.
Puis cette sphère de créativité-là que j'ai toujours aimé de la lutte professionnelle, de Ouais. l'interprétation créative, parce qu'on Tu a le beaucoup plus de retrouves. matchs de... Oui, j'ai la Ouais. chance et j'ai eu le privilège de travailler avec des réalisateurs qui laissaient beaucoup de place au jeu, qui nous laissaient beaucoup de place à l'intuition dans notre jeu. Puis, parce que j'ai eu affaire avec des réalisateurs sur des plateaux qui, c'était du mot pour mot, la Mhm. moindre étape de la scène était prédestinée et tu fais ton travail, tu es payé pour le faire, alors tu le fais. Exact. Mais je Exact. trouve pas ça autant enrichissant. Mais non. Je pense que Mais tu le non. sais, que Ben j'aime oui. créer, j'aime amener du mien, j'aime amener mes émotions, j'aime utiliser mon bagage pour vomir ces émotions-là. Puis on me laisse présentement, je trouve, sur une série fort intéressante pour Apple TV. Ouais. Je suis pas en mesure de donner le nom, mais c'est un projet quand même de très grande envergure. Donc, c'est un immense privilège pour moi d'avoir réussi à obtenir un rôle dans ça. Puis le réalisateur c'est une bête, là, c'est une bête de labeur et de travail. Il laisse beaucoup de place à ses acteurs. Son texte est malléable, Cool. puis ça, c'est toujours très intéressant. J'ai aussi l'immense honneur d'avoir commencé en date d'avant-hier à tourner avec Pods. Ah oui. Oui, et quel, quel, quel artiste extraordinaire. Mais au-delà de tout ça, quel être humain formidable, d'une tendresse, d'une douceur, d'une d'une écoute et d'un calme olympien. Et pleinement, il y a tellement de contrôle sur ce qu'il fait. Il y a un gros bagage. Bien Et sûr. de te sentir dirigé dans une certitude où il n'y a pas de nervosité, où il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la gestion du temps, la gestion des scènes, c'est extraordinaire. Donc, je suis dans ça présentement. Puis, j'aimerais beaucoup plus explorer dans ça que mon corps prenne une pause un peu, si tu veux. Mais à t'entendre parler, ce que je vois et ce que tu nous as dit, la passion qui t'a toujours drivé dans le monde de la lutte, tu retrouves cette passion-là sur les plateaux. Et moi, je vois des pauses que tu fais avec ta chérie, puis avec Oui, la famille, et puis de te voir à TV. Moi, j'ai l'impression, on ne s'est jamais vraiment très connus. non, non, Ben, on mais se connaît on a eu depuis des bons. longtemps, Oui, mais j'ai l'impression que je n'ai jamais connu un Marc-André Boulanger aussi heureux qu'aujourd'hui. je te l'accorde à 200%. Écoute, j'apprécie énormément, surtout avec le titre de l'épisode, de te voir en chess. Moi, j'ai failli le Ouais. faire. J'ai failli le faire, mais j'ai dit, m'a me garder une petite gêne. Je vais t'avouer en toute franchise que et ça peut paraître absurde, mais j'ai vraiment une aversion des vêtements. J'aime le contact de l'air sur ma vieille peau desséchée. Puis quand je suis chez moi, les vêtements, ils prennent le bord. Ben, c'est sûr que j'attends que mon fils soit couché pour qu'il prenne complètement le bord. Mais les Ouais. chandails, pour moi, là, j'ai une allergie un peu psychologique par rapport à ça. Toi, tu étais très thématique en étant comme ça. Et moi, ben, on est dans le temps des cabanes à sucre. Fait que tu vois, Oui, tous les deux, voilà. on est restés. Marc-André, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, Marco, vas-y. C'était Je pas. voulais dire un énorme merci Eh, d'avoir mon Dieu, ça me plaît. accepté. Tu upgrades l'épisode assurément et j'en suis très heureux. Et au plaisir de te revoir bientôt et surtout, prends soin de toi. Merci infiniment de m'avoir accueilli, de m'avoir invité, de m'avoir laissé la chance de déblatérer beaucoup trop, comme je le fais toujours. C'est Toi toujours aussi, tu fais attention apprécié. à toi, tu fais Oui, attention à toi, tu fais attention à ta douce conjointe et à tes deux petits fistons. merci et au plaisir. Bonne soirée. Bye bye. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du bacon. 514-260-9415. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et on vient d'entendre la pub du fait saillant de la semaine de Max Bacon, qui a passé une soirée VIP au Centre Bell avec Handsome GF et un autre Max. Oui, monsieur, on a eu bien du fun. Ouais, t'as de l'air perdu. Non, j'essaie. Parce que là, on s'en va pour le fait saillant, puis je voulais sortir le chiffre exact parce que
les deux soirs ensemble, je pense que ça a donné 145 000. 146 000 quelques. Je voulais avoir le chiffre exact, mais. C'était 145 000 quelque chose, ouais. En tout cas, parce que les pour deux moi, soirs, 72 000 quelque chose. Ouais. Écoute, le fait saillant, c'est ça. J'en parle avec les gens, puis ils me disent pourquoi sur deux soirs? Mais pourquoi pas? Parce qu'ils ont ils ont le roster, ils ont les lutteurs pour le faire. Tu remplis deux soirs à capacité, deux soirs de pay-per-view, une semaine de temps, tu crées un happening dans la ville, c'est payant, puis c'est de l'exposure extraordinaire. Donc, pour moi, c'est le fait saillant que ça soit rendu si gros, WrestleMania. Toi qui a assisté à WrestleMania 3, même si tu t'en rappelles pas, c'était gros, mais jamais aussi gros que ça. Non, ben moi, c'est le 31 là, que j'ai même publié un vieux vidéo que j'ai trouvé là, en plein jour. Là, mais oui, c'est sûr. Écoute, ça, je disais à ma femme. Ton épouse Jazz, on l'a salué tantôt. J'espère qu'elle est encore à l'écoute. On a le droit de la saluer deux fois, mais je disais, écoute, faut que je revive sur place un WrestleMania. Là, fait que, l'an prochain à Vegas, Marc. Ouais, on connaît la place. Oui, on connaît la place. Ils nous connaissent, eux autres ici. Ben oui. Fait que, non, écoute, moi, mon fait saillant de la semaine, ben, c'est que Cody Rhodes a réussi à fermer son histoire parce que ça dure depuis trop longtemps, selon moi. Écoute, c'était le main event de l'année passée, c'était le main event de cette année. Quelqu'un qui pouvait gager contre Cody Rhodes, pas certain qu'il y en avait une tonne qui pensait qu'avec tout ce qu'on a entendu, qu'il ne serait pas le nouveau champion. Fait que là, c'est fait. Et ce que j'aime, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter comme menu dans les prochains mois, parce qu'ils sont toujours bons. Puis, avec Paul Lévesque puis tout ça, là, on peut que s'attendre à de belles surprises. Et ben, c'est ça. C'est mon fait saillant de la semaine. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du bacon. 514-260-9415. Blondin, ça conclut ce podcast très, 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 très chargé, mais fort intéressant sur le scandale des stéroïdes. Et la semaine prochaine, on se garde parce qu'on parle aux auditeurs de Rébellion de TNA, où on va aller faire les commentaires aux abords du ring, mais pas aux abords du ring parce qu'on sait on va être placé où là-bas à Vegas, mais on va être sur place. Un affaire qui est certain, c'est que Mme Monet ne sera pas en arrière de nous. Elle ne sera pas là, non plus. Dans notre loge VIP. Alors, on ne sait pas, il va peut-être avoir d'autres surprises. Qui va venir dans notre loge VIP? Mais non, on a bien hâte et on va faire un épisode là-dessus avec des invités. Ouais. On va vous... parce qu'il y a des gens qui disent que quand je parle de TNA, je suis un peu aveuglé parce que je travaille pour eux autres. Depuis Hard to Kill, ça, j'ai écrit à la personne qui a écrit ce commentaire-là sur YouTube, j'en ai pas parlé. Je ne sais pas à quoi m'attendre. On a fait Hard to Kill. Il est arrivé l'affaire de Scott D'Amore. Ouais. On ne sait pas trop. J'ai parlé un peu avec PCO, mais j'ai hâte de vous amener vers Rébellion, de le vivre et de revenir après puis de voir si ça commençait à être en ébullition. Là, on dirait qu'on a baissé le niveau du poil un peu, là, mais ce serait le fun. Notre but à nous autres, c'est de le remettre à I, tu sais, H-I, là. Ah, c'est I, hein? Bon, mais j'ai hâte de voir l'ambiance quand on va être là, comment c'était avant versus comment c'est rendu. Ouais. On va avoir bien des choses à vous conter, mais c'est une carte extraordinaire. On ne va pas brûler de punch, mais la finale Moose, champion Polo TNA contre Nick Nemeth, l'ancien Dolph Ziggler, déjà ça, si ça ne vous donne pas le goût d'acheter le pay-per-view, ça va être un match de calibre 5 étoiles. Donc, on se garde tout ça pour la semaine prochaine, Marc. Mais en parlant de Nick Nemeth, j'ai écrit sur le groupe Facebook qu'on va faire signer une dizaine de T-shirts. Oui. J'en ai 7 qui sont déjà réservés. Il en reste 3. Fait que vous entendez ça, vous aimeriez 50$, un T-shirt autographié par Nick Nemeth. Là, ça va à peine. Alors, écrivez-moi. Il en reste 3. C'est pas compliqué. Il n'en signera pas 50 pour nous autres. Non, exactement. Alors, Marc, vas-y, de quelle façon
On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures et pour parler de TNA Rebellion. En disant, soyez-y, mesdames, messieurs.